Bien, merci beaucoup de votre présentation. J'avoue que j'étais un peu inquiet tout à l'heure, jusqu'à la présentation de M. Frédéric Post, sur la nature de mon intervention, qui, je préviens tout le monde, risque d'être un peu austère, peu de diapositives, un texte écrit, enfin bref, une calamité pour un public, surtout en fin de journée. Bon, bref, alors... Comme vous le voyez sur cette première diapositive, donc je voyais peu de diapositives, donc je commente déjà la page de titre. Pierre Magnol est né, comme vous le voyez, donc en 1638, c'est-à-dire la même année que le futur Louis XIV. Et Pierre Magnol, figure emblématique de la botanique montpelliéraine du XVIIe siècle, est mort en 1715, c'est-à-dire la même année que Louis XIV. Donc leurs deux existences sont absolument contemporaines et rien de ce que je vais vous dire maintenant ne peut se comprendre sans garder à l'esprit le fait que la vie et la carrière de Pierre Magnol doivent à peu près tout, en bien comme en mal, aux décisions de ce roi. C'est aussi, du point de vue de l'histoire des sciences, sous ce règne que beaucoup d'historiens des sciences situent ce qu'ils appellent la révolution scientifique. Révolution scientifique qui serait, pour utiliser une métaphore botanique, soit la graine, soit le fruit, c'est selon de la science moderne, c'est-à-dire celle de Descartes, de Galilée, de Newton, c'est-à-dire une science expérimentale, quantitative, fondée sur la raison, rejetant le savoir des anciens, c'est d'Aristote principalement dont il s'agit, et qui prendrait sa distance avec l'Église. On n'a pas encore parlé de Dieu dans cette journée, mais quasiment, parce que quand on vous parle du créationnisme, on peut vous parler du fixisme, et derrière tout cela, c'est l'idée que le monde que nous étudions, soit qu'on est zoologiste, soit qu'on est botaniste, c'est un monde qui a été créé par Dieu. Ça, c'est ce qu'on pense jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, pour préciser. Mais aussi, c'est une science, cette science moderne donc, qui se forge en quelque sorte, qui se constitue au milieu du XVIIe siècle, une science dans laquelle les sciences du vivant ne joueraient, si on en croit les historiens, aucun rôle. Et alors, je ne vous parle même pas de la botanique, qui à l'intérieur des sciences du vivant est une sous-discipline. Alors, avant d'examiner l'œuvre scientifique de Pierre Magnol, le voici tout de même, et la place qu'elle occupe dans la pensée botanique du XVIIe siècle, il faut d'abord que je sacrifie, bien sûr, à la tradition, certes récente, mais déjà bien établie, de ces convergences botaniques, à savoir commencer par l'évocation d'une figure historique par des éléments biographiques. Donc voilà ce que je peux vous dire de Pierre Magnol, qui est la figure la plus célèbre d'une illustre famille originaire d'Annonay, dans l'Ardèche, implantée à Montpellier depuis la fin du XVIe siècle, et dont les premiers représentants dans cette ville sont des apothicaires, après quoi tous leurs descendants, ou presque, embrasseront la profession de médecin. Et donc, petit-fils de Jean Magnol, fils de Claude Magnol, l'un et l'autre apothicaire, Pierre Magnol, né le 8 juin 1638 et devient docteur en médecine de l'Université de Montpellier le 11 janvier 1659, c'est-à-dire à 21 ans, ça fait rêver. Mais passionné de botanique depuis son enfance, c'est surtout à l'étude de cette science qu'il se consacre entièrement, parcourant la campagne languedocienne, cévenole, aussi les Alpes et les Pyrénées. Alors sa réputation grandissante arrive bientôt à Paris, et en particulier aux oreilles d'un monsieur qui s'appelle André Vallot, que voici à gauche, premier médecin du roi, c'est-à-dire de Louis XIV donc, et ancien docteur de Montpellier. Et ce Vallot lui obtient à Magnol, le 12 décembre 1663, un brevet de médecin royal, titre purement honorifique, sans fonction officielle. L'année suivante, le même Vallot recommande à Magnol son ami Guy Crescant-Fagon, en voyage dans le Languedoc. Les deux hommes, Magnol et Fagon, se lient alors d'une amitié solide et durable, et on peut penser que Magnol a eu du mérite, parce que Fagon est bien connu pour son caractère caractériel et tyrannique. Voilà. Et cette amitié va servir finalement, quelques années plus tard, les intérêts à la fois de Magnol et de l'école de médecine de Montpellier. Pour l'heure, la notoriété... Alors j'ai oublié de vous montrer évidemment Monsieur Fagon. Pour l'heure, la notoriété de Magnol ne cesse de croître. Les étudiants, notamment un certain Joseph Piton de Tournefort, qui séjourne plusieurs reprises à Montpellier entre 1679 et 1683, se pressent nombreux à ces herborisations. De là vient l'idée à Magnol de publier en 1676 un catalogue alphabétique des plantes de la région de Montpellier. Alors là, pour le coup, vous allez avoir du latin maintenant, il faut rattraper. Donc, il publie en 1676 ce fameux catalogue intitulé Botanicum Montpelliens sive plantarum circa Montpellium nascentium, qui connaîtra un tel succès qu'une deuxième édition en sera publiée 10 ans plus tard, en 1686.
L'année suivante, en 1687, le chancelier Michel Chicoineau, professeur de botanique et d'anatomie à la faculté de médecine de Montpellier, appelé à Paris pour y régler les affaires de l'école, va confier à Magnol le soin de démontrer les plantes aux étudiants en médecine, non seulement dans le jardin des plantes, mais également dans la campagne, comme on dit. Alors cette belle marche en avant de Magnol ne doit toutefois pas masquer les difficultés rencontrées par lui et les siens depuis le 18 octobre 1685, date de la révocation par Louis XIV de l'édit de Nantes. Car toute la famille Magnol est protestante, ou comme on dit alors, appartient à la religion prétendue réformée, dit RPR, mais ne mélangez pas tout, dont Montpellier est alors un des principaux centres. C'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Plutôt que de s'exiler, Magnol choisit donc d'abjurer la religion de ses pères dès le 30 octobre, alors il peut y avoir débat sur les dates, et de se convertir au catholicisme, ce qui ne l'empêche pas de publier en 1689 son livre le plus important, sur lequel je reviendrai, le fameux Prodromus Historiae Generalis Plantarum, où Magnol emploie le terme de famille pour la première fois en botanique. Le 13 septembre 1694, grâce aux démarches entreprises auprès de Louis XIV par Fagon, son ami parisien, devenu entre-temps, vous suivez, premier médecin du roi, Magnol reçoit un brevet de professeur royal pour remplacer un professeur de médecine de l'université de Montpellier récemment décédé, Aimé Durand. Bien que n'étant pas chargé officiellement de l'enseignement de la botanique, Magnol n'en continue pas moins à conduire des herborisations très fréquentées par les étudiants. Alors, on a cité à la seconde Tournefort, et désormais, c'est Antoine et Bernard de Jussieu qui suivent les herborisations de Magnol. Pendant 3 ans, jusqu'en 1697, Magnol assure également la direction du Jardin royal des plantes de Montpellier, dont il publie le catalogue sous le titre de Hortus Regius Montpelliensis. Et là, bon, on va s'attarder, puisqu'on n'a pas de temps, qu'on est pressé, du coup, on va s'attarder un peu sur la dédicace à Louis XIV, qui ouvre le livre et qui est, il faut bien reconnaître, un modèle de louange hyperbolique. Alors la voici, la voilà, c'est le début. Je vais seulement prendre à partir de là-bas, vous voyez, enfin, sire. Alors voilà, sire, dit Magnol à Louis XIV. J'ai tâché de répondre à vos intentions et de remplir l'attente de cette foule d'étrangers qui viennent de toute l'Europe pour voir votre jardin de Montpellier et pour y acquérir des connaissances si utiles à la médecine. Quelque bien garni que soit à présent ce jardin, je n'ai garde de croire qu'il soit à ce point de perfection où il doit être sous le plus puissant roi du monde et dont la grandeur n'inspire que des idées grandes et parfaites à ses sujets. C'est pas fini, puisqu'il ne cesse de leur donner, c'est le roi, en toute chose, des exemples très accomplis de ce qu'on peut concevoir de plus grand et de plus extraordinaire. Sa valeur ne s'est pas contentée de porter la gloire de ses armes plus loin que les héros de l'Antiquité. Sa sagesse a trouvé le moyen de faire fleurir tous les arts et de perfectionner toutes les sciences. Jamais on n'a fait de plus belles découvertes, vous n'avez pas la suite, que sous l'ombre de sa protection. Car combien de belles choses n'ont point inventées depuis peu les savants excité par ces récompenses royales. Ça va se terminer bientôt. La médecine, qui par des raisons plus importantes avait engagé plusieurs esprits à s'y appliquer au loin, n'était pas encore parvenue à ce haut degré de perfection où nous la voyons aujourd'hui. Votre magnificence royale n'a rien épargné pour faire donner au public un très grand nombre de remèdes salutaires qui seraient encore inconnus sans les libéralités précieuses dont votre majesté a comblé ceux qui les ont inventés. Que je serais heureux, sire, si par mes moyens je pouvais contribuer à cet égard en quelque chose à l'exécution de ces grands desseins. Je ne puis pas m'assurer d'avoir cette gloire, mais la passion et le zèle que j'ai pour le service de votre majesté fait que j'emploierai toujours tout ce que j'ai de connaissance et d'adresse pour exécuter religieusement ses volontés, étant de votre majesté, etc., etc. Bon, bref, résultat des courses, oui. Résultat des courses, Louis XIV récompense Magnol des services rendus en le nommant inspecteur à vie du jardin. Alors, au tout début des années 1700, Magnol et d'autres savants montpelliérains, comme l'astronome et cartographe François de Plantade, le médecin Jean Astruc ou encore le chirurgien François Lapéronie, vont commencer à se réunir chez les uns ou chez les autres pour discuter de leurs différents travaux. Nous sommes là aux origines de la Société royale des sciences de Montpellier, officiellement fondée en 1706 comme extension et partie de l'Académie parisienne, disent les lettres patentes signées de Louis XIV.
Presque 3 ans plus tard, la disparition accidentelle de Tournefort, le 28 décembre 1708, permet à Magnol, qui est son correspondant depuis 1699, de lui succéder à l'Académie royale des sciences de Paris comme pensionnaire botaniste le 5 février 1709. Des diverses communications que Magnol présente et à Montpellier et à Paris, signalons celle qui porte sur la circulation de la sève, sujet alors très controversé. Magnol montre, alors c'est l'état des connaissances du XVIIe siècle, que la sève qui fait les fleurs et les fruits, dit-il, vient de la moelle et non de l'écorce. On peut aussi parler de sa communication sur la présentation du fleur du figuier, jusqu'ici inconnu, ou encore l'étude qu'il mène à l'occasion d'une disette en 1709, dans laquelle il vante la racine du chien-dent. Mais surtout, lors de 2 séances tenues par la Société royale des sciences de Montpellier, les 12 et 19 août 1706, Magnol s'oppose au comte de Marsigli sur la nature du corail rouge. Au contraire de ce dernier, alors convaincu comme nombre de savants européens de l'époque de la nature minérale du corail, Magnol tente en vain d'établir que ce corail relève du monde des plantes. Mais c'est à un de ses élèves, Bernard de Jussieu, qu'il appartiendra d'y voir le caractère animal. Alors vous voyez typiquement en illustration des communications précédentes, vous voyez, le corail est une espèce de transition intermédiaire dont les naturalistes ne savent pas quoi faire. Là, il ne s'agit même pas de savoir à quelle espèce, à quel genre, à quelle classe la chose appartient, c'est même de savoir à quel règne. Et tout le débat dans la classification, qui est en filigrane dans tout ce qui a été dit depuis ce matin, c'est toujours le même. Il y a toujours un débat entre continuité et discontinuité de la nature. Il y a des grands naturalistes comme Linné, dont on va dire un mot bien sûr, qui sont profondément discontinuistes et qui débitent la nature en tranches parce qu'ils sont convaincus que c'est Dieu qui a créé les êtres que nous connaissons, les plantes comme les animaux, les 6 jours de la semaine de la création tels que c'est rapporté dans la Bible, et puis d'autres au contraire, comme son adversaire Buffon au siècle suivant, en 18e, qui eux au contraire sont profondément continuistes et qui pensent que tout cela est complètement arbitraire. Certes, les espèces existent, c'est un peu la difficulté, mais tout le reste, les classes, les ordres, tout ça, ce sont des entités absolument arbitraires. Et en fait, le débat commence à se constituer au XVIIe, XVIIIe, XIXe, et quand on lit les biologistes, non pas dans leurs travaux officiels publiés en anglais à plusieurs, mais lorsqu'ils réfléchissent le soir, quand ils ont éteint la télé, eh bien là, on sent que les débats, on sent que là, les débats qui les agitent sont exactement de même nature que ceux qui agitent les naturalistes auxquels je fais allusion du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Bon, bref. Donc, Bernard de Jussieu tranchera en faveur du caractère animal de ce corail. Reste que Magnol, déjà assez âgé, quand il entre en février 1709 à l'Académie des sciences de Paris, doit démissionner pour raison de santé le 2 janvier 1710. Il meurt à Montpellier le 21 mai 1715. Entre-temps, le père Plumier, vous le savez, lui aura dédié en 1703 le genre Magnolia, que Linné entérinera en 1753 dans son Species Plantarum. Voilà pour la bio. L'œuvre. Alors, comme on vient de le voir, en rappelant les grandes étapes de sa vie, Pierre Magnol est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous avez vus passer, d'importance inégale. Le Botanicum Montpelliense, que je remets, c'est un catalogue alphabétique des plantes de la région de Montpellier qu'il publie donc, on l'a dit, en 1676, est une excellente flore du point de vue des spécialistes qui va de Absinthium et Acacia à Xyris aesea, mais qui, là encore du point de vue des spécialistes, dont je ne suis pas, n'a rien de très original. Elle donnera toutefois l'idée à quelques-uns de ses successeurs bien connus, François Boissier de la Croix de Sauvage et Antoine Gouan, de s'engager dans la même voie que celle ouverte par Magnol. Magnol y décrit quelques 1350 espèces de plantes dont il signale les principales vertus et les lieux où elles croissent dans les environs de Montpellier. Le tout, comme vous le voyez ici, illustré de 23 planches dans le texte et hors texte. Et la seconde édition est enrichie de quelques plantes nouvelles. Son Hortus Regius Montpelliensis, dédié à Louis XIV, vous vous souvenez, va également inspirer Antoine Gouan en 1762 et un autre botaniste bien connu, Pierre-Marie Auguste Broussonnet. Les plantes, cette fois-ci, sont présentées à nouveau par ordre alphabétique, mais de Abies et Abrotanum à Yucca et Zizifa, accompagnées, vous le voyez, de 21 illustrations hors texte. Et là, c'est plutôt les idées de Tournefort qui sont suivies. Idées de Tournefort suivant lesquelles le jardin botanique de Montpellier vient d'être replanté en 1695. Alors, d'un tout autre intérêt est le fameux Prodromus Historiae Generalis Plantarum, etc. Lorsque Magnol le publie
en 1689, il semble qu'il n'en réalise pas tout à fait l'importance à venir pour les botanistes. On y trouve pourtant les prémices d'une méthode naturelle que Bernard de Jussieu, un de ses élèves, mettra en pratique en 1759 au jardin de Trianon. Alors ce livre est dédié, sans surprise, à son ami Fagon. C'est un petit livre de 79 pages, et c'est l'œuvre maîtresse de Magnol, car le terme de famille, qui figure déjà dans le titre, y est employé pour la première fois en botanique, par analogie avec la zoologie. Alors voilà ce qu'écrit Magnol dans la préface de son livre, je le cite, c'est plus sérieux que tout à l'heure tout de même. De même qu'il existe d'innombrables familles d'animaux, je propose l'établissement de familles dans les végétaux. Cette relation des animaux et des végétaux m'a fourni l'occasion de ramener les plantes à des familles définies. Je les appelle familles, les comparant à celles des hommes. Mais il m'a paru impossible de tirer les caractères de ces familles des seuls organes de la fructification. J'ai donc choisi les autres parties des plantes, dans lesquelles on trouve les caractères et les signes principaux, à savoir les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les graines. Il y a même entre certaines plantes une ressemblance et une affinité qui n'apparaît pas dans les parties séparées, mais qui résulte de l'ensemble, qui ne frappe pas les sens, mais qui ne saurait être exprimée par des mots. Je suis loin de nier cependant qu'il ne faille emprunter à la fleur et à la graine les différences capitales qui distinguent la majeure partie des familles, mais sans négliger les autres, qui nous donnent une grande facilité pour accomplir cette tâche. Alors bien qu'il ait une certaine prédilection pour les fleurs, c'est donc, vous le voyez, de toutes les parties de la plante que Magnol tire ses caractères, conduisant ainsi à une classification dite naturelle, par opposition à un système dit artificiel qui, lui, ne reposerait sur la prise en compte que d'un seul caractère, choisi plus ou moins arbitrairement, au risque de réunir dans un même taxon des végétaux par ailleurs très différents, ou au contraire d'en séparer de très proches. Alors ce faisant, Magnol, c'est la partie de gauche, répartit ces familles de plantes dans 76 tables, regroupées en plus ou moins grand nombre dans 10 sections, par exemple ici à gauche, tandis que les deux premières sections réunissent chacune 2 tables. Eh bien, sur la partie de droite, vous voyez que la 6e section en compte 18, et c'est la 6e section qui en compte 18, et la 10e en compte 20. Le nom de chaque espèce de plante figure en bout de ligne. Une disposition par parenthèse qui n'est pas sans rappeler, par exemple, celle adoptée en 1602, avant Magnol, par Aldrovandi, pour sa classification des insectes. Vous voyez ici, là on est vraiment aux origines des premières vraies classifications scientifiques qui vous sont familières et que vous manipulez toute la journée. Mais Magnol ne poursuit pas plus en avant son idée de famille naturelle. Donc on lui rend hommage, ses successeurs lui rendent hommage, mais lui personnellement, on sent que ce n'est pas quelque chose à laquelle il est particulièrement attaché. Et d'ailleurs, il va travailler jusqu'à la fin de sa vie à l'établissement d'une autre classification de plantes très différente qu'il expose en détail dans un livre qui ne paraîtra qu'à titre posthume en 1720 par les soins de son fils Antoine, médecin, sous le titre que vous avez ici de Novus Character Plantarum in Duos Tractatus Divisus. Alors en prenant ici, au contraire de précédemment, le calice comme critère unique d'une classification botanique désormais artificielle, il ouvre la voie à Linné. Car cet ouvrage de 340 pages, sans aucune illustration, est divisé en 2 traités, le premier consacré aux herbes et aux sous-arbrisseaux, le second aux arbrisseaux et aux arbres. Chaque traité contient 3 livres, correspondant à 3 ensembles, dans lesquels les végétaux sont répartis, suivant qu'ils n'ont, nous dit Magnol, qu'un calice externe ou qu'un calice interne, ou bien les deux. Chaque livre est ensuite divisé en parties, voilà, lesquelles sont divisées en sections, elles-mêmes divisées en chapitres, décrivant chacun les différentes espèces d'un genre de plantes. Alors, cet ouvrage que vous avez là encore sous les yeux, posthume de Magnol, est l'occasion ici de remarquer l'usage que l'auteur fait dans toute son œuvre, comme d'ailleurs tous les botanistes du XVIIe siècle, d'une nomenclature polynomiale des espèces de plantes, à laquelle Linné substituera en 1753 la nomenclature binominale, toujours en usage aujourd'hui et qui vous est bien familière. Je n'ai pas entendu la sonnette, mais enfin, je suis dans le temps de la sonnette à mon avis. Alors, que retenir de ces quelques éléments
Eh ben, promoteur. Alors, vous voyez, en fait, Magnol presque synthétise un tout petit peu les questionnements qu'on a pu avoir les uns et les autres depuis ce matin, en arrière-plan, puisqu'il est promoteur successivement d'une méthode naturelle et d'un système artificiel pour classer les plantes. Il est donc un inspirateur, si l'on veut, à la fois de Bernard de Jussieu et de Carl von Linné. Les voilà. À gauche, voici Jussieu. À droite, Linné. Alors, je précise, puisque je viens de Bordeaux, que c'est le buste qui a été inauguré en 2007 au Jardin botanique de Bordeaux, car il y a un jardin botanique aussi à Bordeaux. Fermez la parenthèse. Alors donc, du coup, comme il est inspirateur... Pardonnez-moi. Comme il est inspirateur à la fois de Bernard de Jussieu et de Carl von Linné, du coup, Magnol semble occuper une place singulière dans l'histoire de la botanique du XVIIe siècle. Beaucoup de commentateurs, j'ai dit tout à l'heure, ont vu dans ces hésitations le signe d'une faiblesse, d'une certaine manière, entre méthode naturelle et système artificiel. Et dans son livre posthume, certainement le livre auquel lui, Magnol, tenait le plus, l'expression d'une sorte de recul. Et pour ces commentateurs, le Prodromus est une œuvre d'avant-garde, alors que le Novus Character Plantarum emprunte des voies déjà connues. Alors en réalité, et c'est ce que vous nous avez très bien montré tout à l'heure, l'œuvre de Pierre Magnol illustre déjà, vous voyez, le déjà a été écrit, les difficultés auxquelles les botanistes du XVIIIe siècle et d'une grande partie du XIXe vont être confrontés. Quelle méthode adopter pour classer son herbier, pour publier une flore, pour organiser un jardin botanique? La méthode de Tournefort commence à dater. Celle de Linné est facile d'emploi. Tellement facile, alors moi je me fâche avec la moitié de l'amphithéâtre, mais bon, on peut s'échapper. Tellement facile que Jean-Jacques Rousseau en fera la promotion auprès du public féminin. Mais elle est artificielle, juge-t-on à l'époque. Quant à celle de Jussieu, elle est naturelle, mais moins commode à mettre en œuvre pour le débutant. Alors comment décider entre ces trois grandes figures, entre ces trois grandes manières de classer ? Des ouvrages, à l'exemple de la concordance des trois systèmes de Tournefort, Linné et Jussieu, qui paraît en 1816 sous la plume d'un auteur qui s'appelle Lefébure, seront publiés pour éclairer les botanistes et les directeurs de jardins botaniques. Mais le choix épineux, je vais le dire, entre Tournefort, Linné et Jussieu, auquel tous sont confrontés, traduit les multiples dimensions, plus souvent contradictoires que complémentaires, à la fois scientifiques, ludiques, sentimentale, c'est une science du cœur, hygiénique, économique, voire politique de la botanique. Les controverses en son sein, en même temps que l'abondante littérature savante et de loisirs que la botanique suscite, caractérisent et structurent durablement son histoire. Et il faut bien dire que l'explosion du nombre des végétaux connus des botanistes, qui passe de 10 000 à l'époque de Tournefort, et donc de Pierre Magnol, à 40 000 dans les années 1820, et à 80 000 vers 1840, ne contribuera pas beaucoup à simplifier les choses. Je vous remercie. Merci, c'était magnifique. Alors, on va prendre une question parce qu'il faut qu'on libère la salle dans quelques minutes. Oui, merci beaucoup parce que c'était à la fois limpide et puis ça posait très bien les questions. La personnalité de Magnol, elle est fascinante pour plusieurs choses. D'abord, comme vous l'avez bien souligné, il est professeur de clinique. Il se passionne pour la botanique, mais il est pleinement dans cette idée montpelliéraine que finalement, il y a un lien indissoluble entre la médecine et la réflexion botanique et l'exercice de la botanique. Alors, moi, ce qui m'a toujours fasciné chez lui, et vous l'avez bien souligné aujourd'hui, c'est qu'il passe finalement de l'un à l'autre. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce qui intérieurement le pousse à passer de l'un à l'autre. Vous dites, bon, finalement, le Prodromus, il l'a fait, on pourrait dire presque comme ça, et que le cœur de sa pensée, c'est le Novus Character. Mais dans sa dynamique interne, est-ce qu'on peut aller plus loin pour comprendre ce qu'il a amené de l'un à l'autre et qui est finalement très logique puisqu'il expose toutes les possibilités théoriques finalement de classification?
Non, là, je ne peux pas vous répondre précisément. Il faudrait travailler dans les archives, sur les archives de Magnol. Bon, ce qui est certain, c'est quand même qu'à partir du XVIIe, et même ça commence un peu avant, même dès le XVIe, la plupart des naturalistes sont médecins pour se nourrir, en fait. Hein. On sait que les études de médecine à cette époque-là sont quand même un peu expéditifs de temps à autre. Juste avant le XVIe siècle, ils sont plutôt hommes d'église, mais c'est les médecins à partir du XVIe qui l'emportent, et alors de plus en plus. Et pratiquement toutes les grandes figures qu'on connaît sont d'abord quelque part, ont une sécurité de l'emploi d'une certaine manière en étant médecin. Mais savoir précisément ce qui l'anime, ça, je pense que c'est quelqu'un qui est en recherche finalement de la meilleure classification. Même quelqu'un comme Linné, hein, qui est présent évidemment, qui est l'âme hein, de ces rencontres, quelqu'un comme Linné admet volontiers que la méthode naturelle des Jussieu, c'est ce qu'il faut faire. Et dans un des rares cas où il devient modeste, Linné dit je sais ce qu'il faut, vous avez raison, d'ailleurs il s'entend bien avec les Jussieu, mais moi j'en suis pas capable. Voilà, je sais pas faire. Voilà. Donc je vais continuer avec mon système sexuel pour les plantes. On a vu les 24 classes tout à l'heure sur une de vos diapositives. Donc voilà. Donc les uns et les autres sont à la recherche. Et ce qui est frappant, c'est qu'on sent bien que jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait, personne n'arrive vraiment à trancher, tellement peu d'ailleurs à trancher que c'est toute la vague de formation des sociétés linnéennes, dont je sais qu'il y a de nombreux représentants ici. Hein, pourquoi il y a des sociétés linnéennes? C'est parce qu'à la fin du 18e, c'est-à-dire une fois Linné mort en 1778, c'est parce que les uns et les autres, parmi les botanistes, sentent que cette botanique va dans un chaos total. Chaos de la nomenclature, parce que chacun commence à faire un peu ce qu'il entend dans son côté, puis chaos de la classification. Et puis les grands jardins botaniques demandent, posent des questions. Alors on fait comment? En fait, personne ne sait répondre. Et c'est pendant la Révolution française que tout ça se cristallise et que finalement, au sortir de la Révolution française, les naturalistes, les botanistes surtout, hein, en fait, hein, parce que Linné, c'est plutôt quand même l'incarnation de la botanique que l'incarnation de la zoologie, les botanistes linnéens osent sortir du bois, sans mauvais jeu de mots, et dire, bon, écoutez, stop, arrêtons là, si chacun fait comme il l'entend, ça ne va pas marcher, réunissons-nous dans des sociétés, plaçons-les sous le patronage de Linné pour revenir aux fondamentaux. Et puis après la deuxième vague, hein, ce sera la fin du 19e siècle, avec tous les congrès internationaux de nomenclature qui vont dire, bon, allez hop, principe de priorité, 1753 pour les plantes, pour la nomenclature, 1758 pour les animaux, pour leur nomenclature. Et finalement, bonhomme. Alors, mais on sent que c'est quelque chose qui taraude pendant 200 ans tous ces naturalistes qui ne savent pas vraiment se déterminer. Toutes ces méthodes ont des avantages. Et Magnol, c'est pour ça que j'avais intitulé entre méthode naturelle et système artificiel mon propos, parce qu'on sent bien que c'est vraiment un exemple de personne. Alors là, pour le coup, en direct dans son œuvre, tiraillée. Alors, si son dernier livre est posthume, il y a peut-être aussi une raison, c'est-à-dire qu'on sent bien que voilà, il avait quand même des hésitations et que ses proches, d'après ce qu'on peut comprendre, lui ont fermement déconseillé d'aller plus loin dans cette voie-là. Enfin, l'idée est là, c'est que comment on pourrait faire. Et il ne fait pas vraiment la synthèse, mais il hésite en passant de l'un à l'autre. Oui, j'ai compris. Bon, eh bien, écoutez, cette première journée des 4e convergences botaniques est terminée.